D'un pont de chemin de fer dans le nord de l'Alabama, un homme a observé le débit rapide de l'eau à 20 pieds plus bas. Ses mains étaient derrière son dos, les poignets liés par une corde, un autre nœud coulant, suspendu autour de son cou et attaché à une épaisse sangle au-dessus de sa tête, pendait jusqu'à la hauteur de ses genoux. Des planches lâches placées sur les traverses de chemin de fer lui ont fourni un point d'appui ainsi qu'à ses bourreaux, 2 soldats de l'armée fédérale sous le commandement d'un sergent qui, dans la vie civile, devait être un agent des forces de l'ordre. Non loin d'eux, sur la même plateforme de fortune, se trouvait un officier de l'armée avec son insigne de fin d'études, il était capitaine. De chaque côté un guetteur présente des armes, le canon du fusil devant l'épaule gauche et la crosse appuyée sur l'avant-bras croisé en travers de la poitrine, posture forcée qui oblige le corps à rester droit. Ces 2 hommes ne s'intéressaient pas à ce qui se passait au milieu du pont. Ils ont juste bloqué les côtés du plancher. Devant l'une des vigies, il n'y avait rien, la voie ferrée s'engagea dans une forêt sur une centaine de mètres, dessinant une courbure, disparue. Non loin de là, sans doute, se trouvait une position avancée. Sur l'autre rive, un champ ouvert légèrement incliné jusqu'à une palissade de rondins dressée avec des ouvertures pour les fusils et une seule petite fenêtre par laquelle sortait la bouche d'un canon de bronze qui surplombait le pont. Entre el puente y el fortin estaban situado los espectadores, une acompaña de infantería, en position de descanso, es decir, con la culata de los fusil en el suelo, el canon inclinado levemente hacia atrás contra el hombro derecho, las manos cruzadas encima de la boîte. À droite de la ligne de soldats se trouvait un lieutenant, la pointe de son sabre touchait le sol, sa main droite posée sur la gauche. Sans compter les bourreaux et le prisonnier au milieu du pont, personne ne bougeait. La compagnie de soldats, devant le pont, regardait, hiératique. Les belvédères, devant les limites du fleuve, auraient pu être des sculptures qui ornaient le pont. Le capitaine, les bras enlacés et muet, examinait le travail de ses auxiliaires sans faire aucun geste. Lorsque la mort est annoncée, elle doit être accueillie avec des cérémonies respectueuses, même par les plus habitués. Pour ce président, selon le code militaire, le silence et l'immobilité sont des attitudes de respect. L'homme dont l'exécution se préparait était âgé d'environ 35 ans. C'était un civil, à en juger par sa tenue de cultivateur. Il possédait des traits élégants, un nez vertical, une bouche ferme, un front large, des cheveux noirs ondulés ramenés en arrière, tombant jusqu'au col de sa redingote bien taillée. Il avait une moustache et une barbe pointue, mais pas de favoris, ses grands yeux grisâtres exprimaient un geste de bonté qu'il était impossible d'attendre chez un homme sur le point de mourir. De toute évidence, il n'était pas un criminel de droit commun. Le code militaire libéral établit la potence pour tous, sans oublier les honnêtes gens. Les préparatifs terminés, les 2 soldats s'écartèrent, chacun enlevant le bois sur lequel il se tenait. Le sergent se tourna vers l'officier, salua et arriva derrière lui. L'officier, à son tour, fit un pas. Ces mouvements laissèrent le prisonnier et le sous-officier dans les limites d'une même planche qui couvrait 3 traverses du pont. La fin où se trouvait le civil débouchait presque, mais pas tout à fait, sur une chambre à coucher. La planche était maintenue en place par le poids du capitaine, maintenant c'était à cause du poids du sergent. Au signal de son commandement, le sergent s'écartait, le bois se balançait et le prisonnier tombait entre 2 traverses. Il considérait cette action, en raison de sa simplicité, comme la plus efficace. Il ne lui avait pas couvert le visage ni bandé les yeux. Il regarda un instant son pied instable et regarda vaguement l'eau qui coulait sous ses pieds formant de furieux tourbillons. Un morceau de bois flottant à la surface attira son regard et il le suivit des yeux. Je bougeais à peine. Quel courant indolent! Il ferma les yeux pour se souvenir, dans ces derniers instants, de sa femme et de ses enfants. L'eau scintillante de l'éclat du soleil, la brume qui planait sur la rivière contre les berges escarpées non loin du pont, la casemate, les soldats,
le bois flottait, tout cela l'avait distrait. Et maintenant, il était pleinement conscient d'une nouvelle distraction. Alors qu'il quittait la mémoire de ses proches, il entendit un bruit qu'il ne comprit pas et ne put ignorer, un bruit métallique, comme le martèlement d'un forgeron sur l'enclume. L'homme se demanda ce que pouvait bien être ce bruit, s'il venait de près ou de loin, les deux hypothèses étaient possibles. Il se reproduisait à intervalles réguliers, aussi tranquillement que les cloches qui sonnent à mort. J'attendais chaque appel avec impatience, sans comprendre pourquoi, avec méfiance. Les silences s'allongeaient, les retards, affolants. Les sons étaient moins fréquents, mais leur force et leur clarté augmentaient, gênant ses oreilles. Il était terrifié à l'idée de crier. Il pouvait entendre le tic-tac de sa montre. Il ouvrit les yeux et écouta comment l'eau coulait sous ses pieds. Si seulement je pouvais détacher mes mains, pensa-t-il, je pourrais me libérer du nœud coulant et sauter dans la rivière, j'esquivais les balles et nageais dur jusqu'à ce que j'atteigne le rivage, puis j'irais dans les bois et je courais jusqu'à ce que je sois rentré à la maison. Dieu merci, cela reste toujours en dehors de leur ligne, ma famille est hors de portée de la position la plus avancée des envahisseurs. Pendant que ces pensées, reproduites ici par écrit, se poursuivaient, le capitaine baissa la tête et regarda le sergent. Le sous-officier se tenait à une extrémité. 2. Peyton Farquhar, un riche fermier, venait d'une famille respectable de l'Alabama. Esclavagiste, homme politique, il fut bien sûr, comme tous les siens, l'un des premiers sécessionnistes et se consacra corps et âme à la cause des États du Sud. Des conditions, que nous ne pouvons divulguer ici, l'ont empêché de s'enrôler dans la vaillante armée dont les campagnes désastreuses se sont terminées par la chute de Corinthe, et il en voulait à cet enchevêtrement peu glorieux, désireux d'apprendre la vie du soldat et de trouver une chance de se distinguer. Il était convaincu que cette opportunité se présenterait pour lui, comme pour tout le monde en temps de guerre. En attendant, il a fait ce qu'il a pu. Aucune action ne lui paraissait trop modeste pour la cause du Sud, aucune aventure suffisamment téméraire si elle était compatible avec la vie d'un citoyen à l'âme de soldat, qui avec bonne volonté et presque sans scrupule admet dans une large mesure cette inconvenance. Disons, dans l'amour et dans la guerre, tous les moyens sont bons. Un après-midi, alors que Farquhar et sa femme se reposaient sur un banc rustique près de l'entrée de leur parc, un soldat confédéré arrêta sa monture à la porte et demanda à boire. Madame Farquhar voulait seulement le servir avec ses mains neigeuses. Alors qu'elle allait chercher un verre d'eau, son mari s'approcha du soldat poussiéreux et demanda avidement des informations au front. Les Yankees réparent les voies ferrées, a déclaré l'homme, parce qu'ils se préparent à avancer. Ils ont atteint le pont Howell, l'ont réparé et ont construit une palissade sur la rive nord. Par un ordre, affiché partout sur des affiches, le commandant a décidé que tout civil surpris en train de saboter les voies ferrées serait exécuté sans procès. J'ai vu la commande. À quelle distance est le pont Howell? Demanda Farquhar. Une 50aine de kilomètres. Il n'y a pas de troupes de ce côté de la rivière? Un seul piquet avancé à un quart de kilomètre, sur la voie ferrée, et une seule vigie de ce côté-ci du pont. À supposer qu'un homme, un citoyen amateur de pendaison, puisse tromper l'avant-poste et réussir à tromper le guetteur, dit le planteur en souriant, que pourrait-il faire? Le soldat pensa. J'y étais il y a un mois. L'inondation de l'hiver dernier a accumulé une énorme quantité de rondins contre le quai sur cette partie du pont. À ce moment, les bûches sont sèches et brûleraient très facilement. À ce moment précis, la femme lui apporta un verre d'eau. Le soldat but, le remercia, salua son mari et partit avec son cheval. 1 heure plus tard, après la tombée de la nuit, il repassa devant la plantation, se dirigeant vers le nord, d'où il était venu. Cet après-midi-là, il était sorti pour reconnaître le terrain. Il était soldat éclaireur dans l'armée fédérale. 2. En tombant à l'eau depuis le pont, Peyton Farquhar a perdu connaissance, comme s'il était mort.
Il est sorti de cet état lorsqu'il a ressenti une pression douloureuse dans sa gorge, suivie d'une sensation d'étouffement. De terribles douleurs fulgurantes traversaient tout son corps, de la tête aux pieds. Il semblait suivre des lignes spécifiques dans son système nerveux et battre à un rythme rapide. Il avait l'impression qu'un énorme torrent de feu faisait monter sa température de façon insupportable. Sa tête semblait sur le point d'exploser. Ces sensations l'empêchaient de tout raisonnement, il ne pouvait que sentir, et cela lui causait une douleur énorme. Mais il a découvert qu'il pouvait bouger, il se balançait comme un pendule d'un côté à l'autre. Puis, d'un seul coup très brusque, la lumière autour de lui s'éleva dans le ciel. Il y eut une éclaboussure dans l'eau, un rugissement terrifiant dans ses oreilles, et tout était sombre et froid. Lorsqu'il reprit connaissance, il sut que la corde s'était rompue et qu'il était tombé dans la rivière. Il n'avait plus la sensation d'étranglement, le nœud coulant autour de sa gorge, en plus de l'étouffer, empêchait l'eau de pénétrer dans ses poumons. Pendu à mort au fond d'une rivière. Cette idée lui parut absurde. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité et crut voir une lumière au-dessus de lui, si loin, si inaccessible. Elle s'enfonçait toujours, car la lumière disparaissait de plus en plus jusqu'à devenir une lueur éphémère. Puis ça a gagné en intensité et il s'est rendu compte malgré lui qu'il remontait à la surface tellement il se sentait à l'aise. Être noyé et pendu, pensa-t-il, n'est pas si mal. Mais je ne veux pas être fusillé. Non, ils ne me tireront pas dessus. Ce ne serait pas juste. Bien qu'inconscient de l'effort, la vive douleur dans ses poignets lui disait qu'il essayait de se débarrasser de la corde. Il concentrait son attention sur ce combat comme s'il était un spectateur silencieux qui pouvait observer les habiletés d'un jongleur sans montrer aucun intérêt pour le résultat. Quel effort prodigieux! Quelle magnifique énergie surhumaine! Ah, c'était une tentative admirable. Bravo! La corde était déliée, ses bras se séparèrent et flottèrent à la surface. Il pouvait distinguer ses mains de chaque côté, dans la lumière croissante. Avec un nouvel intérêt, il les regarda s'accrocher au nœud coulant. Ils arrachèrent sauvagement la corde, la jetèrent avec rage, ses ondulations comme celles d'un serpent d'eau. Remettez-le, remettez-le. Il pensait qu'il criait ces mots dans ses mains, car après s'être libéré de la corde, il a ressenti la douleur. Des plus inhumains jusqu'alors. Son cou lui faisait terriblement mal, sa tête brûlait, son cœur, qui battait à peine, éclata aussitôt comme s'il allait éclater de sa bouche. Une angoisse incompréhensible torturait et tordait tout son corps. Mais ses mains ne répondirent pas à l'ordre. Il martelait l'eau durement, en coup rapide de haut en bas, et le tirait à flot. Il sentit sa tête émerger. L'éclat du soleil l'aveuglait, sa poitrine se dilatait avec de fortes convulsions. Puis une douleur atroce, et ses poumons aspirèrent une grande gorgée d'oxygène, qu'elle exhala instantanément dans un cri. Il était maintenant pleinement conscient de ses facultés, ils étaient vraiment surnaturels et subtils. Le terrible dérèglement de leur organisme les avait définis et réveillés de telle manière qu'ils remarquaient des choses jamais perçues jusqu'à présent. Il sentait les mouvements de l'eau sur son visage, écoutait le bruit que faisaient les petites vagues en le frappant. Je regardais la forêt sur l'une des berges et connaissais chaque arbre, chaque feuille avec tous ses nerfs et les insectes qu'elle abritait, sauterelles, mouches au corps luisant, araignées grises qui étendaient leurs toiles de brindille en brindille. Il contemplait les couleurs du prisme dans chacune des gouttes de rosée sur 1 million de brins d'herbe. Le bourdonnement des mouches à viande qui volaient au-dessus des remous, le battement d'ailes des libellules, le pas des araignées aquatiques, comme les rames que soulève une barque, tout cela était pour lui une musique totalement perceptible. Un poisson sauta à sa vue et il entendit son propre corps glisser dans le courant. Il était venu à la surface avec son visage en aval. Le monde visible commença à tourner lentement. Puis il vit le pont, le fort, les vigies, le capitaine, les 2 simples soldats, leurs bourreaux,
dont les silhouettes se distinguaient sur le ciel bleu. Il criait et gesticulait en le pointant du doigt, l'officier a braqué son revolver sur lui, mais n'a pas tiré, les autres manquaient d'armes. Ses mouvements à l'œil nu étaient extravagants et terribles, leur silhouette, grandiose. Soudain, il a entendu une forte détonation et un objet a fortement secoué l'eau à une très courte distance de sa tête, éclaboussant son visage. Il entendit une seconde détonation et remarqua que l'un des guetteurs avait toujours son fusil en bandoulière, un nuage bleu montait de la bouche du canon. L'homme du fleuve le vit viser à travers le viseur du fusil. En regardant dans les yeux du guetteur, il remarqua leur couleur grisâtre et se rappela avoir lu que tous les tireurs d'élite célèbres avaient des yeux de cette couleur, cependant, il a raté le coup. Un tourbillon le fit tournoyer en sens inverse, il était de nouveau en vue de la forêt qui couvrait la rive opposée au fort. Il entendit une voix claire derrière lui, dans un rythme monotone, il arrivait avec une clarté extrême noyant tous les autres sons, même le clapotis des vagues dans ses oreilles. Même s'il n'était pas militaire, il connaissait assez bien les camps et ce que signifiait cette absurdité sur le rivage. L'officier faisait ses corvées du matin. Avec quelle froideur, avec quelle voix calme qui calmait les soldats et imposait la sienne, avec quelle certitude dans les intervalles de temps, ces mots cruels furent entendus. Attention, compagnie. Bras d'épaule. Prêt. But. Feu. Farquhar a pu plonger aussi profondément que nécessaire. L'eau résonnait à ses oreilles comme la voix de Niagara. Cependant, il a entendu la décharge fracassante de la salve, et alors qu'il brisait la surface, il a trouvé des morceaux de métal brillant extrêmement plats qui descendaient lentement. Certains lui ont frappé le visage. Et les mains, puis ont continué à descendre. L'un était placé entre son cou et la chemise. C'était une couleur désagréable, et Farquhar l'a énergiquement retiré. Il est revenu à la surface, essoufflé, après avoir passé un long moment sous l'eau. Le courant l'avait emporté très loin, près de la sécurité. Pendant ce temps, les soldats rechargeaient leurs fusils en retirant les baguettes de leurs canons. Encore une fois, ils ont tiré, et encore une fois ils ont manqué. Le persécuté voyait tout cela par-dessus son épaule. À ce moment, il nageait vivement avec le courant. Tout son corps était actif, y compris sa tête, qui résonnait très vite. Le lieutenant, pensa-t-il, ne fera pas une seconde erreur. C'était une erreur commise par un officier trop attaché à la discipline. N'est-il pas plus facile d'esquiver une salve comme s'il s'agissait d'un seul coup? À ce moment, sûrement, il a donné l'ordre de tirer à volonté. Que Dieu m'aide, je ne peux pas esquiver tout le monde. À 2 mètres de là, l'incroyable rugissement d'une chute d'eau se fit entendre, suivi d'un vacarme fort et impétueux, qui s'éloigna et diminua, et sembla se propager dans les airs en direction du fort, où il succomba dans une explosion qui frappa le profondeur du fleuve. Une palissade liquide s'élevait, s'incurvant au-dessus de lui, l'a aveuglé et l'a noyé. Un canon avait rejoint les autres armes. L'obus roulait dans l'eau, il entendit l'obus siffler devant lui, déchirant les branches des arbres de la forêt voisine. Ils ne recommenceront pas, pensa-t-il. La prochaine fois, ils chargeront avec des éclats d'obus. Je dois regarder la pièce d'artillerie, la fumée me dirigera. La détonation arrive trop tard, elle traîne derrière l'obus. C'est un bon canon. Il se mit aussitôt à tourner en rond au même endroit, il tournait comme une toupie. L'eau, les berges, la forêt, le pont, le fort et les hommes désormais lointains, tout se confondait et disparaissait. Les objets n'étaient plus que leur couleur, tout ce qu'il a vu, ce sont des drapeaux de couleur. Pris dans un tourbillon, il allait si vite qu'il en avait le vertige et la nausée. Quelques instants plus tard, il était sur un monticule, sur le côté gauche de la rivière, caché de ses ennemis. Son immobilité inattendue, le contact d'une de ses mains contre le rocher, lui rendit la raison et il pleura de joie.
Ses doigts s'enfoncèrent dans le sable, sur lequel elle s'éclaboussa, la bénissant bruyamment. À son avis, c'était la chose la plus précieuse qu'il pouvait imaginer à cette époque. Les arbres de la berge étaient de gigantesques plantes de jardin, l'ordre déterminé dans sa disposition attira son attention, il respira l'arôme de ces fleurs. La lumière brillait étrangement entre les troncs et le vent chantait dans leur feuillage une musique harmonieuse jouée par une harpe éolienne. Il ne voulait pas continuer à courir, il lui suffisait de rester dans cet endroit parfait jusqu'à ce qu'il le capture. Le sifflement sonore des éclats d'obus dans les feuilles des arbres le réveilla de son sommeil. Le mitrailleur, déçu, lui avait envoyé une volée au hasard dans l'adieu. Il a sauté, s'est précipité sur la rive du fleuve et dans les bois. Il a marché toute la journée, se guidant par le soleil. La forêt était sans fin, pas la moindre clairière n'apparaissait nulle part, pas même un chemin de bûcheron. Il ne savait pas qu'il vivait dans un pays aussi sauvage, et il y avait dans cette pensée quelque chose de surnaturel. À la tombée de la nuit, il continua d'avancer, affamé et fatigué, les pieds blessés. Il était encore en vie à cause de la pensée de sa famille. À la fin il trouva un chemin qui le conduisit à un bon port. Elle était large et droite comme une rue de ville. Et pourtant, il ne donnait pas l'impression d'être très connu. Elle ne jouxtait aucun champ, nulle part il n'y avait de maison. Rien, pas même l'aboiement d'un chien, ne suggérait une signe d'humanité proche. Les corps des deux grands arbres ressemblaient à deux murs rectilignes, ils se rejoignent en un seul point à l'horizon, comme un schéma dans une leçon de perspective. Au-dessus de lui, il leva les yeux à travers une brèche dans la forêt et vit d'énormes étoiles dorées qu'il n'avait pas vues, regroupées en d'étranges constellations. Il supposa que la disposition de ces astres cachait une signification inquiétante. De chaque côté de la forêt, il percevait des bruits dans une langue inconnue. Son cou lui faisait mal, quand il la touchait, il la trouvait enflammée. Il savait que la corde l'avait marqué d'un destin tragique. Ses yeux étaient injectés de sang, il ne pouvait pas les fermer. Sa langue était gonflée de soif, le tirer entre ses dents calma sa fièvre. L'herbe couvrait toute cette avenue vierge. Il ne sentait plus le sol à ses pieds. Laissant de côté ses souffrances, il s'est sûrement endormi en marchant, car il contemple une autre scène nouvelle, peut-être est-il sorti d'une crise délirante. Il est devant les barreaux de sa maison. Tout est comme je l'avais laissé, tout respire la beauté au soleil du matin. Il a dû marcher, sans arrêt, toute la nuit. Alors qu'il ouvre les portes du portail et remonte la grande allée blanche, il voit des vêtements flotter légèrement, sa femme, au visage frais et doux, sort à sa rencontre en descendant la galerie, debout au pied des marches. Avec un sourire de joie indicible, dans une attitude d'une grâce et d'une dignité incomparables. Comme elle est belle. Il se précipite pour l'embrasser. Au moment où il s'apprête à le faire, il sent un coup sur son cou qui l'étourdit. Une lumière blanche aveuglante hurle autour d'eux avec un rugissement semblable à celui d'un canon, puis un silence absolu et une obscurité totale. Peyton Farquhar était mort. Son corps, avec un cou cassé, se balançait d'un côté à l'autre du pont Hall.